L'excision est une violation caractérisée des droits humains. Dès lors, cela nous concerne tous. Depuis que j'ai pris la parole, 40 bébés, jeunes filles, jeunes femmes ont été écorchées vives. Aucune coutume, aucune culture ne devrait justifier de forcer le consentement d'une enfant et la contraindre à survivre avec un tel traumatisme. Protégeons nos filles, protégeons nos sœurs, et parce qu'il est trop tard pour elles, pleurons nos mères, comme je le fais pour la mienne. Le temps fera son office, et mes mots sombreront peut-être dans l'oubli, mais aujourd'hui, je n'ai qu'un seul vœu. Rappelez-vous que l'horreur, l'irréparable, se déroule ici même, à l'abri des regards. Ne détournez pas les yeux. Bonjour, Maître Déborah Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, nous parler un peu de votre parcours et d'où venez-vous? Alors, je m'appelle Déborah Diallo et je suis avocate ici en France, d'origine guinéenne. J'ai monté mon cabinet d'avocat ici le jour de ma prestation de serment et je travaille essentiellement en droit privé, donc le droit des personnes. Je fais du droit pénal, du droit des étrangers, du droit de la famille et à côté de ça, je travaille également en droit des affaires. Et plus récemment, j'ai remporté un prix au concours international de plaidoirie du mémorial de Caen où je luttais, disons, pour la cause de l'excision. Justement, votre parcours de vie est vraiment centré autour de l'excision, pardon. Et donc, du coup, par exemple, j'ai vu que déjà, pendant votre parcours scolaire, en fait, vous avez été stagiaire en fait, au sein du Conseil de l'Europe, notamment dans le comité sur l'égalité et la non-discrimination. Ensuite, vous avez travaillé pour le réseau Women Free from Violence et aussi vous étiez la vice-présidente d'Amnesty International pour la branche jeune à Strasbourg. Et vous avez aussi rédigé votre mémoire de fin d'études sur le droit des femmes. Est-ce que du coup, est-ce qu'on pourrait dire que, brièvement comme ça, que Déborah Diallo, c'est une femme de conviction et de combat? Oui, je pense que ça me définit bien et je pense que vous êtes bien renseignée sur mon CV, c'est très impressionnant. Mais oui, très clairement, ce qui est important pour moi, c'est de me battre contre ces inégalités que les femmes subissent tous les jours, quelles que soient les classes de la société, quel que soit le pays où elles vivent. C'est la seule constante sur les femmes. C'est qu'à travers le monde, où qu'on soit, les droits sont bafoués. Ça peut aller des brimades de l'humiliation jusqu'au viol, jusqu'au meurtre. Ça va beaucoup trop loin et à mon sens, il y a une vraie réflexion à faire dessus et puis une réflexion qui doit s'entourer d'actions évidemment. Bah justement, quand vous avez parlé de votre plaidoirie, du coup, notamment la plaidoirie du mémorial de Caen, et donc du coup, votre plaidoirie pardon, s'intitule Les écorchés vifs de la diaspora africaine, l'itinéraire d'une fillette exilée, qui a provoqué l'indignation de plus de 100 000 personnes, notamment sur YouTube. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait, pourquoi en fait, vous avez décidé de plaider cette cause en particulier en fait? Bah, écoutez, je me suis rendu compte que c'était une cause qui était malheureusement très très méconnue, alors même qu'elle concerne 200 millions de jeunes filles ou femmes à travers le monde et que selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, il y a au moins 3 millions de fillettes qui le subissent chaque année. En l'occurrence, j'avais lu un article, pour être tout à fait franche avec vous, un article sur une affaire qui était sortie en 2019 à Londres, où je m'étais rendu compte qu'une fillette avait subi un acte d'excision par ses parents à même le sol de la cuisine et qu'elle avait été hospitalisée à la suite d'une hémorragie particulièrement importante et qu'il y a eu un premier procès directement en 2019, mais pour une loi qui existait depuis fort longtemps et c'est ça qui m'interrogeait le plus, c'est qu'on avait voilà, un corpus juridique qui existe et qui est très important, une interdiction qui est quasiment généralisée dans l'essentiel des pays du monde en matière d'excision et pourtant quasiment pas de jurisprudence et c'est ça qui m'a beaucoup interloqué là-dessus et puis je me suis dit qu'il y avait un vrai travail à faire pour essayer de comprendre pourquoi, puisque moi-même je suis originaire de Guinée, c'est un pays où il y a 97% des jeunes filles, des jeunes femmes qui l'ont vécu et donc forcément cette question-là elle a aussi une double résonance pour moi aussi pour des raisons personnelles.
D'accord, très bien. Je pense que ce point-là, justement, il est très, très complet dans le sens où je trouve qu'en fait, il y a une forme d'ambiguïté, en fait, parce que souvent, on voit l'émergence des activistes, en fait, par exemple, Agatha Idrissaba en Guinée, justement, ou l'avocate Gisèle Halimi, en fait, justement, qui défend le droit des femmes. Mais en parallèle, en fait, on voit qu'en face, que c'est des femmes, en fait, qui, elles-mêmes, elles ont subi des mutilations génitales, en fait, qui les perpétuent. Et donc, en fait, comment il faut expliquer, justement, pourquoi, en fait, on se fait du mal entre femmes, en fait, sachant qu'elles ont déjà subi ça auparavant, elles perpétuent la même chose aux générations à venir, en fait, selon vous? C'est une excellente question parce qu'effectivement, il est là le paradoxe. Dans l'affaire que je vous mentionnais qui se passe à Londres, cette jeune fille avait, donc cette fillette, hein, parce qu'on parle quand même d'un petit bébé de 3 ans, hein, qui finit à hospitaliser. C'était sa maman, alors à côté de son père, hein, qui avait réalisé cet acte d'excision à même la cuisine dans des conditions déplorables et n'importe comment. Et cette femme, elle a été condamnée. Elle a été condamnée par la justice à une peine d'emprisonnement ferme. Ça, c'était nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus parce que, et c'est là où la société patriarcale, malheureusement, elle fonctionne à double tranchement, c'est que finalement, ce n'est pas seulement les hommes qui sont la cause de nos maux, c'est le fait que les femmes, parfois elles-mêmes, elles perpétuent ces difficultés-là, elles perpétuent ces actes-là et il faut que ça s'arrête avec les femmes également. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a cet impact culturel qui est extrêmement fort et où il faut clairement que les femmes qui l'ont vécu, elles disent non, parce qu'elles savent, elles, ce que ça fait de vivre avec ça quand elles ont survécu. Puisque je le disais tout à l'heure, il y en a qui en meurent et régulièrement, puisqu'évidemment c'est fait n'importe comment et que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses et que ce n'est même pas un impératif religieux, c'est véritablement strictement culturel. Donc clairement, cette solution-là, elle va se produire, elle va arriver mais elle va arriver avec les femmes également. Et là-dessus, il y a un travail à faire parce que c'est aux femmes aussi de défendre leurs propres filles. Exactement. Mais justement, quel espoir en fait portez-vous envers l'Afrique, où c'est l'un des continents où l'excision est la plus pratiquée en fait, notamment? J'ai toujours beaucoup d'espoir pour le continent africain parce que c'est un continent qui, dans l'histoire, a démontré qu'il est toujours capable de rebondir, quoi qu'il ait amené, il était amené à subir. Donc j'ai de l'espoir pour le continent africain et j'ai encore plus d'espoir grâce à la jeunesse africaine. Vous parliez tout à l'heure d'Adja Idrissaba, d'ailleurs que je connais une jeune fille extrêmement méritante qui étudie d'ailleurs maintenant à Paris le droit, donc qui, je pense, aura une belle carrière, je lui souhaite, en tant qu'avocate plus tard. Mais très clairement, c'est ces jeunes filles-là qui sont le renouveau. Parce qu'elles, elles disent déjà non, elles ont eu cet acte de conscience-là. Ça veut dire qu'on n'est pas perdu. Ces jeunes filles-là, elles sont nées, elles ont grandi en Guinée. Et quand je dis ces jeunes filles, je pense à son club, puisqu'elle a fondé le club des jeunes filles leaders de Guinée, qui fonctionne très bien, qui organise d'ailleurs son premier forum de la jeune fille cette semaine, où elle s'interroge sur ce que vous veniez de dire, donc sur le fait que les filles, les femmes, elles sont à la fois victimes et actrices de leur propre changement. Donc, clairement, j'ai beaucoup d'espoir pour le continent africain et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire actuellement. D'accord, très bien. Et donc justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue en fait cette vocation-là pour le métier de l'avocat en fait et de la défense des victimes en particulier? Je pense que c'est difficile à expliquer. C'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de moi. J'ai toujours dit que je voulais devenir avocate plus tard. Je l'ai toujours dit depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai été très franchement influencée par quand même un certain nombre de films. J'ai adoré le film Philadelphia que j'ai vu très très jeune avec Denzel Washington qui défend un homme qui est séropositif, qui est incarné par Tom Hanks. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup frappée et j'ai toujours imaginé ça qu'un avocat, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui défend des causes, qui a beaucoup de convictions. Et c'est cette vision peut-être un peu magnifiée et idéalisée, mais en tout cas, au départ, c'est ça être un avocat, c'est être la voix d'un autre. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de défendre les autres et puis d'agir contre ce qui me semblait injuste. C'était ça le rôle que je voulais avoir. Est-ce que du coup, je dirais aussi le fait de vouloir défendre en fait les plus faibles entre guillemets, est-ce que aussi c'est peut-être, est-ce que c'est lié peut-être à votre enfance ou je sais pas un événement que vous avez vécu, vous avez défendu quelqu'un ou un trait de personnalité en fait que vous avez développé au fil du temps qui vous a permis en fait de vous mener vers cette voie d'avocat en fait? Je pense que j'ai ce gène-là un peu de sauveur, entre guillemets. J'avais toujours un petit peu ce rôle-là déjà à l'école, de défendre un tel ou un tel, toujours un peu à m'impliquer comme ça. Donc je pense que c'est un trait de personnalité qui fait sans doute un petit peu partie de moi. Quand je vois quelque chose qui me semble injuste, j'ai besoin de réagir très vite. Donc je pense que ça me ressemble. Après, très clairement, je pense que mon histoire personnelle fait que quand j'ai assisté moi-même à des choses qui me semblaient injustes,
très jeune, je me suis toujours dit que j'avais pas envie d'être impuissante plus tard. Et quand j'étais trop petite, je ne pouvais pas défendre les personnes qui avaient besoin d'être défendues autour de moi. Et je me disais qu'un jour, j'aurais le pouvoir de le faire. Du coup, c'est comme une revanche en fait que vous avez Oui, un petit peu, peut-être indirectement, une revanche. Après, c'est vrai que c'est des mots que j'utilise rarement parce que la revanche, ça, pour moi, ça se construit toujours par rapport à l'autre. Et au final, c'était quand même une vocation qui était très personnelle. J'ai toujours voulu faire ça dans un objectif un peu quand même, disons, sous couvert d'empathie, je pense, de vouloir être utile aux autres, d'aider les autres quand c'est possible pour moi. Mais c'est vrai qu'indirectement, j'ai peut-être eu cette frustration-là très jeune de me dire que j'assistais à des choses pour lesquelles j'étais totalement impuissante et que je savais injuste. Et ben justement, en fait, est-ce que parfois, parce que parfois vous recevez des témoignages qui sont un peu poignants en fait et difficiles, par exemple, vous avez cité l'exemple de la fillette de 3 ans qui a été excisée. Comment en fait vous essayez de vous en sortir mentalement en fait? Est-ce que vous avez une stratégie pour vous protéger en fait et prendre la distance vis-à-vis de votre travail en fait pour éviter d'être le moins affecté possible émotionnellement parlant? C'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est toujours difficile de prendre de la hauteur. Quand on a des personnes qui viennent dans notre cabinet, là, vous avez une petite vue de mon bureau. Les personnes sont assises face à moi et puis elles se livrent, surtout parce que c'est couvert par le secret professionnel, elles sont en confiance et moi, j'incarne leur défenseur. Donc, elles me disent, parce que c'est souvent des femmes qui sont victimes, hein, ça c'est une réalité, des choses qui sont très privées, très personnelles, très lourdes, très difficiles à porter. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible face à ça, mais en même temps, en tant qu'avocate, on a clairement cette obligation-là de rester un peu solide. Parce que sinon, si on se met à deux à pleurer, on ne va pas aller très loin. Moi, je suis là, j'écoute, j'entends, je console, je conseille, j'essaie de protéger autant que faire se peut. Mais c'est clair que quand je quitte mon cabinet, j'essaye autant que faire se peut de conserver une distance, mais ce n'est pas toujours possible. Quand je sais que, par exemple, j'attends une décision en matière d'ordonnance de protection, donc des décisions très très courtes, à bref délai, en 6 jours, où on me demande des interdictions d'entrer en contact face à un conjoint violent, oui, même si je suis chez moi et pas à mon bureau, je vais y penser et je me dis, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que tout a été fait parfaitement? Est-ce que je vais obtenir gain de cause? Et parfois, c'est vrai que la limite, elle est extrêmement ténue entre la personne et la fonction. Justement, je pense que vous faites du coup la part des choses entre, on va dire, Maître Diallo et Madame Diallo, je dirais, dans la vie de tous les jours. Oui, clairement, j'essaie de ne pas être après trop bipolaire non plus. Hein. Donc, Maître Diallo et Madame Diallo, c'est la même personne. C'est juste que très clairement, c'est un masque un peu hein, quand on est avocat de toute façon, quand on porte la robe. J'avais une question là-dessus. Vous avez l'impression de jouer un rôle en fait quand vous portez votre robe d'avocate justement? Parce qu'en fait, je voulais savoir, parce que vous avez dit vos masques, en fait, ça correspond exactement à la question que je voulais poser par exemple. C'est vrai qu'en portant la robe, on est. Je pense que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tout le côté, les vêtements, etc., tout le côté superficiel et subjectif. Donc, je trouve que c'est très appréciable de porter une robe d'avocat parce que, voilà, il y a des choses, on représente quelque chose. On entre dans un tribunal avec cette robe, on sait qui vous êtes. Et ça, c'est important. Après, moi, cette robe-là, ce qu'elle m'apporte, c'est de me rappeler toujours au métier que je fais. Donc, clairement, je ne réagis pas pareil, je pense, en tant que personne privée et en tant qu'avocate. Et quand j'ai la robe, souvent, je me rappelle, quand il y a des échauffourées, parfois ça arrive avec l'avocat de la partie adverse ou même avec le magistrat, ça me fait dire, attention, tu n'es pas Déborah Diallo, personne privée qui réagirait peut-être beaucoup plus vivement. Au contraire, je pense que la robe, elle me canalise. D'accord, ok, donc vous avez l'impression grâce à cette robe-là, de pouvoir gérer mieux vos émotions, en fait, du coup, justement, plus ou moins. Et est-ce que, j'avais une question aussi par rapport, justement, là, vous avez parlé un peu du tribunal, etc. Donc, en fait, vous avez une activité de conseil et donc, à côté de contentieux, pardon, merci. Et donc, du coup, en fait, je voulais savoir comment, en fait, vous arrivez à concilier ces deux types d'activités, en fait, au cours de la journée, par exemple, ou de la semaine. C'est vrai qu'il n'y a pas de journée type. C'est ça aussi qui me plaît dans ce métier. C'est que parfois, je peux être au bureau pendant des heures en train de bûcher sur des conclusions, des recherches, etc. Parfois, je peux être amenée à plaider au tribunal. Je peux être en déplacement au commissariat de police pour des gardes à vue. Je peux travailler sur des dossiers plus techniques où il y a des éléments d'extranéité. Par exemple, faire de la rédaction de contrats en matière commerciale avec, je ne sais pas
un élément d'extranéité, par exemple aux États-Unis, où là, ça devient très technique et puis il y a beaucoup de recherches à faire, etc. Et que ça touche à plusieurs domaines. Hein. Quand on rédige des contrats, évidemment, il y a la partie droit des contrats, il y a la partie propriété intellectuelle, beaucoup de choses. Donc, j'aime bien ça. Il y a tantôt un côté très intellectuel et parfois, il y a un côté très pratique. Il peut y avoir un côté très humain. Donc, clairement, c'est un métier avec différentes palettes. Et donc, du coup, comment en fait, vous définissez un bon avocat selon vous en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est polyvalent et comment en fait on mesure par exemple la qualité d'un bon avocat? Est-ce que c'est par ses honoraires ou plutôt le nombre de ses victoires par exemple, selon vous? Alors, j'espère vraiment, vraiment sincèrement que ce n'est pas par rapport aux honoraires qu'on arrive à définir un bon avocat, clairement. Je ne suis pas sûre que ce soit lié à ça. Vous savez, c'est comme quand on souhaite acheter le plus cher, ce n'est pas forcément la meilleure qualité, même si on n'est pas en vente. Hein. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit lié à ça. C'est beaucoup de qualité, je l'ai dit un peu. Il y a la partie fond, donc voilà, il faut être bon dans le domaine, il faut connaître le domaine, il faut être à jour dans le domaine, il faut connaître les actualités, etc. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a une autre partie qui ne s'apprend pas, je pense, qui ne s'apprend pas en fac de droit, qui ne s'apprend pas à l'école d'avocat, et où clairement, il faut avoir ces qualités un peu humaines, où on est un peu pugnace, je pense où on a beaucoup de convictions, où on est une personne qui travaille dur, on est une personne engagée, on est une personne aussi courageuse, parce que je pense surtout qu'un bon avocat, c'est un avocat courageux qui ose. Il faut toujours oser et c'est pas toujours simple, croyez-moi, d'oser parfois dans des circonstances où on fait tout pour vous en empêcher, mais voilà, il faut être capable de s'imposer, je dirais. Et donc justement, quand vous avez parlé d'oser, en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a une préparation mentale en fait à avoir, par exemple avant de rentrer dans un tribunal? Après, là, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, je sais quand j'ai des audiences, surtout des audiences assez lourdes, qui vont être longues, où il faut surtout pas que je me perde dans ma pensée, parce qu'il faut être réactif un peu tout le temps et être très à l'écoute. La veille d'une audience comme ça, généralement, j'évite de voir des gens. Je me coupe, en fait, j'ai besoin de faire la bulle et de rester très concentrée. Après, voilà, c'est très personnel. Moi, j'aime bien la préparation, même si je rédige jamais mes plaidoiries à l'avance. J'ai généralement comme des bullet points, c'est-à-dire que j'ai une trame, bon, d'ailleurs que je suis rarement au final, donc voilà. Mais je sais ce que je veux dire, mais je ne sais pas encore comment je vais le dire. Parce qu'il faut garder ce petit instant de magie qui se crée au moment de l'audience et qui ne s'explique pas. Donc il faut se laisser cette part d'impréparation, mais en même temps, il faut être très préparé quand même. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple, mais que j'adore. Moi, personnellement, c'est quand même les moments que je préfère, c'est les plaidoiries, très clairement. Au palais. Dans certains domaines, il y a vraiment matière à se battre, en fait. Et c'est comme ça que je le vois. Donc oui, je dirais que c'est une préparation sans être trop préparé quand même, parce qu'on ne peut pas être millimétré au mot près. Maintenant, souvent, j'écoute de la musique avant d'aller en audience. J'ai des musiques comme ça qui me boostent et qui me motivent, ou ça peut être de la lecture. Je peux lire voilà, un auteur qui m'inspire, des récits un peu révoltants comme ça, et puis ça réveille un peu quelque chose en moi. Ben justement, vous avez parlé de plaidoiries, vous en avez fait plusieurs en fait, notamment aussi, vous avez été lauréate en 2013 de celle de votre établissement scolaire à l'Institution des hautes études européennes de Strasbourg du coup. Et donc je voudrais savoir en fait comment en fait quel est l'intérêt en fait de participer à des plaidoiries, en fait aussi notamment pour les jeunes en fait qui sont en ce moment en parcours juridique, en fait quels sont les conseils que vous pouvez leur donner en fait s'ils souhaitent gagner des plaidoiries en fait, vu qu'il y a beaucoup de concurrence en général et que les gens s'expriment très bien. Donc, comment faire en fait un peu, quelle stratégie en fait pour essayer de sortir un peu des sentiers battus, quoi. Je dirais qu'avant de vouloir gagner, déjà, il faut vouloir y aller jusqu'au bout, parce que c'est des concours qui ne sont pas simples en termes de pression et de stress, parce qu'on n'a pas, je pense, dans le cursus académique français, l'habitude de s'exprimer. Contrairement aux pays anglo-saxons, on est peut-être moins dans une culture de l'oralité. Donc, ce n'est pas simple, la prise de parole en public. C'est pour ça que les concours d'éloquence, je pense que c'est très important, parce que c'est une façon de se mettre en danger, c'est une façon d'apprivoiser sa parole en public et puis de battre un peu ce trac qui est inhérent à chacun et qu'on a tous et que j'ai moi-même tout le temps. Avant d'aller plaider un dossier, je ne suis jamais sereine ou rassurée, j'allais dire tant mieux. C'est ce qui fait qu'on se prépare et qu'on essaie d'être le meilleur possible. Après, très clairement, je dirais qu'il faut déjà oser le faire, c'est déjà pas mal. S'entraîner à le faire, s'entraîner dans la vie de tous les jours,
à la prise de parole en public parce que ça, c'est essentiel. Et quelqu'un qui maîtrise la parole, quel que soit le contexte, pas forcément dans un contexte professionnel, mais dans la vie, on le voit bien, celui qui sait s'exprimer seul, qui sait bien s'exprimer, qui sait véhiculer les idées qu'il souhaite, généralement, il sait obtenir ce qu'il veut. Exactement, justement, parce qu'en général aussi, souvent les grands orateurs aussi, ils ont fait du droit en particulier, notamment. Et est-ce que du coup, qu'est-ce qu'en fait, je pense qu'au niveau des conseils que je voudrais voir, c'est aussi, notamment parce que le droit, c'est un secteur qui est élitiste, en fait, et donc c'est un milieu aussi qui est fermé. Selon vous, en fait, comment se construit en fait son réseau dans ce milieu qui est très élitiste, en fait? Oui, c'est vraiment pas simple. En ça, je suis assez d'accord avec vous. Pour moi-même, qui ne viens pas du tout d'un milieu ni juridique ni judiciaire, je comprends que c'est très difficile. C'est difficile de trouver des stages, c'est difficile d'intégrer des cabinets d'avocats. Ça, c'est une réalité quand on n'appartient pas à ce milieu. Maintenant, rien n'est perdu. Je pense que c'est important dès l'université, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai qu'on n'a pas ce côté un peu networking, mais il est très important. Voilà, donc voilà, de conserver un contact avec les professeurs. Et puis, je pense que finalement, le réseau, on se le fait progressivement quand on essaie d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, il faut essayer de multiplier un maximum les expériences professionnelles, les stages, même si c'est qu'un mois, parce que les stages courts ne sont pas rémunérés, donc parfois c'est plus facile d'en trouver. Multiplier les expériences à droite à gauche et d'être le plus diversifié possible. Il n'y a pas que les cabinets d'avocats, il y a les institutions. Vous parliez tout à l'heure du Conseil de l'Europe. J'ai adoré faire un stage là-bas quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé comme assistante de justice en cour d'appel. J'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes. J'ai travaillé dans des cabinets d'affaires à Bruxelles. J'ai travaillé dans une ONG en Thaïlande. Je pense qu'il y a toujours quelque chose pour vous quelque part. Il faut le trouver. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et puis, au bout d'un moment, quand on a une expérience, voilà, le CV commence à monter. Et puis, plus vous arrivez à vous faire un petit peu de réseau et que vous avez un peu plus d'expérience, plus vous arriverez à décrocher peut-être les postes qui vous font le plus rêver. Mais ça se fait étape par étape, step by step. Et c'est sûr que Rome ne s'est pas fait en un jour, donc il faut être patient et c'est peut-être ça qui est difficile. Est-ce que aussi, c'est important aussi d'avoir un mentor pour mieux dessiner le parcours professionnel ou pas, ou on peut essayer de s'en sortir seul juste grâce à son réseau, selon vous? Je ne sais pas si on réussit seul vraiment, même si j'ai quand même le sentiment que dans la vie, on est quand même intrinsèquement seul. Maintenant, c'est toujours utile de demander des conseils aux autres. J'en ai demandé régulièrement, on m'en demande aussi régulièrement. Ça fait partie de la vie, hein. Voilà, un passage de bras qui se fait quand même. Donc voilà, je pense que c'est essentiel d'avoir peut-être une personne en qui on a un peu confiance, quelqu'un qu'on admire un peu, et voilà, d'avoir un modèle. On est tous en recherche de modèles et c'est important d'être inspiré par les autres. Justement, en parlant de modèle, en fait, une personne dans votre parcours vous a transmis trois valeurs principales qui sont la liberté, l'intelligence et l'indépendance. Et aussi, c'est également ces mêmes valeurs qu'on retrouve en fait dans les séries juridiques à succès, par exemple Murder ou Scandale, en fait, où ce sont des femmes noires justement qui encouragent d'autres personnes. Et donc, quel conseil en fait avez-vous à donner à une jeune fille noire en fait et ambitieuse qui souhaiterait se lancer sur vos traces? C'est clair qu'effectivement, les qualités que vous avez rappelées, ça, c'est des choses qui m'ont été insufflées par valeur familiale déjà d'abord, et puis par valeur personnelle ensuite. Vous parliez de ces séries américaines qu'on a toutes regardées. Moi, je les regardais en plus pendant mes études en droit. Et je sais qu'à cet égard, la représentation, elle compte. On peut dire ce qu'on veut, mais le fait de voir ça, les personnages de Kerry Washington dans Scandale, Viola Davis dans How to Get Away with Murder, ça fait quelque chose. Moi, je sais que ça m'a vraiment, ça m'a porté parfois. Je me disais, ok, c'est possible d'avoir cette force-là, ces femmes qui ont confiance en elles, quand c'est pas facile dans la vie de tous les jours, quand on essaie parfois de vous rabaisser ou de vous rappeler que vous n'êtes pas à votre place ou que vous visez une place qui est trop haute pour vous. Donc moi, je leur dirais tout simplement déjà de oser, de croire en elles-mêmes, de rêver grand, de travailler très dur parce que ça passe clairement par là et surtout de ne pas changer. Et ça, je pense que je l'ai compris assez récemment, mais c'est important de rester soi-même et de ne pas chercher à ressembler aux autres. Donc, très clairement, il faut être accepté tel qu'on est et sinon, tant pis. D'accord, très bien. En tout cas, je pense que ce point, il est très, très complet et très inspirant pour les jeunes filles parce que souvent, enfin, je ne sais pas, pour moi, le métier d'avocat, c'est un métier qui est un peu
Ouais, je dirais pas inaccessible, mais comme je pense que l'un des mots-clés que je dirais, le piston est très très important en fait pour s'en sortir dans les métiers juridiques. Donc, voilà. Et aussi justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait le processus en fait qui vous a permis à aboutir à la création de votre propre cabinet? Parce que là, du coup, vous conciliez un peu une double casquette d'avocate et d'entrepreneur à la fois, vu qu'à la fois vous défendez vos clients devant un tribunal et aussi vous devez, avec la création de votre cabinet, donc vous devez plus miser sur le côté rentabilité, chiffre d'affaires et profitabilité sur le long terme en fait. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit, ce métier, on y va généralement, je pense, parce qu'on a une vocation ou alors parce qu'on a l'habitude de le voir, parce qu'on a toute sa famille qui l'a fait. Dans l'occurrence, moi, c'était pas mon cas, c'était un choix et une vocation personnelle. Et finalement, il y a cet aspect un peu pécuniaire qu'on n'anticipe pas forcément au départ. Je me rendais pas compte à quel point, effectivement, on a cette casquette quand même de chef d'entreprise qui est importante parce qu'il faut que le cabinet tourne. Il y a des charges qui sont très importantes à payer quand on est avocat et il faut pouvoir suivre. Donc, c'est vrai qu'il y a ce double côté qui n'est pas simple à concilier, mais voilà, c'est une responsabilité pour laquelle je pense on apprend finalement un peu tous les jours dans la facturation, dans la façon de gérer les charges qui viennent tous les mois et qu'on arrive plus ou moins quand même à anticiper. Donc, oui, là-dessus, c'est pas simple. Maintenant, je dirais que au départ, j'avais bien conscience que c'était très difficile quand on n'appartient pas à ce milieu de l'intégrer. Je l'ai vu dans les recherches de stage à quel point c'était difficile. Donc vraiment, monter mon cabinet, c'était aussi une façon de me dire que j'attendrais pas qu'on me donne ma chance, en fait, que j'allais me créer ma chance moi-même. D'accord, très bien. Et donc justement, en parlant de facturation, etc., est-ce que vous avez externalisé une partie de votre activité, pardon, pour tout ce qui est Alors, je travaille facturation? vraiment à mon compte, vraiment seule, donc en entreprise individuelle. Après, je ne suis pas seule dans les locaux, je suis en communauté de bureau avec des consoeurs, donc c'est quand même assez agréable de travailler comme ça. Maintenant, très clairement, là, je pense que dans à moyen terme, j'aimerais bien recruter quelqu'un. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que j'aimerais bien trouver quelqu'un qui a un peu le même état d'esprit que moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, c'est pas évident parce que j'ai un peu ma marque de fabrique avec des guillemets, c'est-à-dire que j'ai ma façon de travailler, mes clients me connaissent, ils savent comment je fonctionne, et donc il faudrait que j'arrive à être dans une cohérence si j'élargis l'équipe du cabinet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est clairement une priorité, mais pour laquelle il faut prendre le temps pour bien le faire. Est-ce que du coup, entre-temps, vous avez connu des échecs ou des difficultés pendant la création de votre cabinet ou votre parcours en général? Oui, tout le temps. Les échecs, c'est permanent, je pense, déjà dans la vie en général. Et tant mieux, on apprend, on rebondit, on recommence et on réussit mieux la fois d'après. Donc, je dirais que ce qui est difficile, c'est la pression, parce que c'est beaucoup de responsabilités tout le temps. C'est toujours un poids sur les épaules. Il ne faut pas se manquer sur les délais, il ne faut pas se manquer sur le fond. C'est une responsabilité parce qu'on conseille des gens sur leur vie, sur leurs problèmes concrets. Donc, on évite de se louper. Donc, c'est ça qui n'est pas simple. Il faut toujours être vigilant dans ce métier. C'est ça, je pense, qui est un peu difficile. C'est la rigueur qu'il faut avoir constamment et le fait de faire des erreurs, en l'occurrence, ça peut avoir des conséquences terribles sur le client et puis aussi sur notre responsabilité professionnelle qu'on engage. Donc, c'est ça qui est difficile dans ce métier. Je dirais que c'est cette pression qui est inhérente et qui est constante. Après, c'est aussi un peu la solitude, mais je pense que c'est au regard de l'activité telle que je la fais aujourd'hui, c'est que voilà, on gère tout seul. Ça ne se partage pas. Hein. Donc, il y a le secret professionnel. Donc, on vous dit beaucoup de choses. On encaisse, on canalise, on apprend. Donc, c'est ça qui n'est pas simple. Je dirais que c'est de gérer seul autant de pression. Maintenant, très clairement, je sais que j'ai les épaules pour le faire et c'est pour ça que je le fais. Et donc, justement, comment arrivez-vous en fait à créer un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée en fait à côté? Est-ce que vous faites des activités sportives pour évacuer tout ce stress? Ou est-ce que, je ne sais pas, vous faites des after-work pour un peu souffler avec des amis ou voyager? Enfin, quels sont vos centres d'intérêt en fait pour essayer un peu de sortir un peu de tout ce stress quotidien? Alors, after work, c'est difficile. Crise sanitaire oblige, c'est after work égale after lonely chez soi. C'est after lunch que je fais en ce moment. Après, très clairement, bon, sur la question sportive, je ne vais pas trop répondre parce que c'est la question que me pose mon médecin généraliste depuis 7 ans. La réponse
toujours négative. Malheureusement, le sport et moi, on a décidé de prendre des voies très différentes. Maintenant, je dirais que moi, j'aime beaucoup lire. Donc, c'est la lecture, c'est les voyages. J'adore voyager, donc quand c'est possible, j'adore aller au Sénégal, par exemple. J'y vais très régulièrement. J'ai fait un beau voyage à Dubaï. J'adore découvrir voilà, des pays. C'est les moments où j'arrive à couper. Maintenant, honnêtement, j'ai très peu de périodes de vacances dans l'année. C'est un métier qui est quand même très, très prenant. Et ça m'arrive souvent d'être au cabinet, soit tard le soir, soit les week-ends. Donc, c'est vrai que niveau temps libre, je n'ai pas choisi le métier qui en procure le plus. Maintenant, bon, je pense qu'avec le temps, j'arriverai sans doute mieux à le gérer. Sur une échelle de 10 ans ou 15 ans, où est-ce que vous verrez? En France, à l'étranger? Est-ce que vous avez des projets en Afrique? Comme du coup, vous êtes d'origine guinéenne aussi, que vous êtes impliqué un peu dans la défense des droits des femmes aussi en Guinée avec la collaboration justement avec le club des jeunes filles leaders de Guinée. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un peu de votre vision sur le long terme en fait? Oui, un petit peu. Après, j'ai toujours pour habitude de parler des choses quand elles sont réalisées. Ça, pour le coup, c'est l'une de mes règles d'or. Donc, je ne vais pas forcément trop détailler, mais très clairement, disons, le regard rivé vers l'Afrique, ça, c'est une certitude. Moi, j'adore l'Afrique. Je suis originaire d'Afrique. J'aime y retourner régulièrement. Et voilà, très clairement, je pense qu'il y aurait éventuellement des projets à y faire et sur lesquels je réfléchis beaucoup actuellement. D'accord, très bien. Et donc, si je vous dis 3 femmes du droit, est-ce que vous avez quelques noms en tête? 3 femmes du droit, Christiane Taubira, ancien garde des Sceaux, rhétorique magnifique, très poétique. C'est une personne qu'on aime écouter, qu'on aime entendre. Donc, Christiane Taubira, Gisèle Halimi, qui est décédée récemment, avocate de conviction, femme forte, rhétorique solide. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et je dirais sans doute Michelle Obama, ancienne avocate, on l'oublie quand même. Très inspirante, je pense, pour les jeunes filles, parce que, encore, je reviens à cette idée de représentation tout à l'heure, parce qu'on parle des jeunes filles noires notamment, de voir ça. Parfois, c'est suffisant pour avoir le petit coup de pouce qui suffit. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous pensez un jour qu'une femme pourrait devenir présidente en Guinée ou en France? Je ne sais pas, selon vous. En tout cas, une professionnelle du droit, est-ce que ce serait possible pour elle Je le souhaite. Je le souhaite. Et je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de problèmes qui soient réglés plus efficacement. Donc, on a l'habitude, hein, vous savez, les femmes, c'est une charge mentale permanente. On doit tout concilier. Faut concilier une vie professionnelle, il faut concilier toute la vie familiale à côté. Il y a des choses qu'on attend de nous tout le temps. C'est comme ça. Dans la gestion d'un foyer, dans la gestion d'une famille, on a un rôle qui est prépondérant en réalité dans la société sans bien nous en rendre compte. Donc très clairement, j'ose espérer qu'on aura enfin ce retour qui nous est dû et qu'il y aura des femmes à la tête de nos États. Ça me semble être très important et ça me semble être nécessaire pour que les choses avancent enfin dans le bon sens. Ce serait de justice. D'accord, très bien. Et donc, du coup, est-ce que vous avez un leitmotiv en général au quotidien, une phrase qui vous motive le matin quand vous vous levez? Il y a un adage que j'aime bien, c'est Aut Cæsar, aut nihil, que j'ai sans doute très mal prononcé. C'est une locution latine qu'on attribue à Cesare Borgia et qui est en fait la devise des ambitieux et qui veut dire ou empereur ou rien. Et j'aime bien ça. C'est l'idée qu'il faut toujours se hisser plus haut, essayer au maximum encore. On chute, on tombe, on repart, on remonte. Et finalement, on a la place qu'on pense mériter avoir et qu'on va chercher soi-même. On va toujours vous dire que ce que vous visez, c'est trop haut. Moi, on me l'a toujours dit, hein, ah non, mais avocate, c'est trop dur. Les études de droit même, c'est déjà trop dur. Oui, d'accord. Mais en tout cas, en attendant, c'est vous qui vous fixez vos propres limites. C'est là que j'irai. Très bien. En tout cas, c'est vraiment très, très inspirant parce que justement, c'est la philosophie que je partage aussi. Parce que souvent, on a tendance à être limité, en fait, soit par la peur ou le syndrome de l'imposteur en général. Parfois aussi, on écoute un peu on dit un peu des gens autour de soi. Alors, vaut mieux essayer d'aller droit vers son objectif, peu importe. Soit on perd. Enfin, dans tous les cas, on ne perd pas, en fait. On gagne toujours, quoi. Soit on apprend, soit... On est toujours à essayer et l'ennemi, il est...
Alors, l'enfer, c'est les autres, hein, on dit, hein, l'ennemi est ailleurs, mais parfois l'ennemi est en soi-même. Quand on se bride soi-même, qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer, franchement? Il faut essayer de se hisser, c'est ça la vie. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer de se hisser vers le haut et d'être une meilleure version de soi-même en permanence. Il faut toujours, ça ne veut pas dire qu'on ira jusqu'au bout, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais au moins on aura essayé. Et en essayant, on est déjà dans une meilleure situation que la situation de la veille. J'aime beaucoup votre profil en tout cas, parce que je trouve il pousse vers le haut en fait, et c'est bien de voir des femmes comme ça justement qui ont la niaque en fait et la volonté d'aller jusqu'au bout de leur ambition. Est-ce que du coup vous avez des livres en particulier à recommander aux filles justement qui veulent suivre vos traces, soit qui veulent pas forcément être dans des métiers juridiques, mais en tout cas qui ont cette ambition-là de réussir en fait et d'aller au bout de leurs objectifs? Des ouvrages qui m'ont plu? Oui, ou des ouvrages qui vous ont inspiré en général qui vous ont nourri en fait pour avoir cette mentalité-là de Wonder Woman. Alors, en ouvrage récent, parce qu'on continue toujours d'apprendre et que l'ambition, ça se cultive. C'est pas une flamme qui apparaît et qui s'éteint. C'est toujours de m'alimenter. J'ai besoin d'être un peu révoltée tout le temps pour avoir toujours envie d'agir. Et récemment, il y a un livre que j'ai vraiment adoré de Djaïli Amadou Amal qui s'appelle Les Impatientes. Magnifique ouvrage sur la condition des femmes. Je pense que c'est extrêmement parlant sur l'histoire de 3 femmes très différentes et où en plus ça reprend l'idée que vous disiez tout à l'heure sur le fait que parfois les femmes malheureusement elles sont ennemies entre elles et c'est bien dommage parce qu'elles subissent ensemble. Et donc finalement la vraie intelligence à avoir en tant que femme, c'est d'être solidaires les unes des autres parce qu'on triomphera ensemble ou on échouera ensemble et on continuera de subir ensemble. Et donc dans ce livre-là, c'est ça qu'on apprend. C'est que finalement, si on s'entraidait finalement les unes les autres, alors on avancerait beaucoup plus vite. Il y a un adage qui dit comme quoi tout seul, je pense qu'on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Je pense que ça reprend un peu l'idée de... En tout cas, ne pas être des rivales les unes les autres, ça n'a aucun intérêt, que ce soit sur le physique, le parcours, etc. Chacune a sa chance et je pense que c'est important de se soutenir et de ne pas se juger entre nous. C'est très important. Surtout qu'en plus, le succès d'une personne n'enlève rien à la capacité de l'autre, en fait, au contraire. Tout à fait. Échanger. Et donc, du coup, est-ce que du coup, si on souhaite vous suivre, en fait, sur le web, est-ce qu'on peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux on pourrait vous retrouver? Alors, vous l'avez vu, j'apprends. Malheureusement, sous une façade de jeune femme, j'ai en réalité 95 ans sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mal. Là, déjà, sur le Zoom, vous avez dû un petit peu m'expliquer comment faire pour qu'on ait les 2 têtes côte à côte. Donc, c'est bien, j'apprends. Pour l'instant, je me suis mise alors sur LinkedIn, les réseaux sociaux classiques, Facebook, tout ça. Maintenant, je dois lancer mon site internet. Déborah Diallo. C'est ça. Donc, je dois lancer le site internet très prochainement. C'est pas simple à faire. En plus, il faut le faire valider, etc. Donc, il y a une grosse procédure à faire pour rédiger les contenus. Donc là, c'est la prochaine étape, c'est le site internet. D'accord, très bien. Du coup, si je résume bien, on peut vous retrouver sur LinkedIn, sous le nom de Déborah Diallo, sur Instagram aussi. Sur Instagram, oui, pour le cabinet. Donc, à mettre des.diallo, je pense, j'espère. Sinon, ce sera je repartagerai dans le... Oui, super. Je vous communiquerai les liens, ce sera plus facile parce que je ne me rappelle même pas des pseudos que j'ai utilisés. Oui, en général. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir pris votre temps pour échanger. Mais je vous en prie. Merci à vous pour vos belles questions et pour toute la préparation que vous avez accordée à cette interview. Merci à vous. Bon, malheureusement, à cause du Covid, on est tous en conférence en ligne, mais on espère que d'ici là, ça ira mieux pour on espère qu'on pourra revivre normalement et quelque part, ça nous fait aussi réfléchir à la chance qu'on avait. Donc, j'espère que ça changera très prochainement et qu'on pourra réorganiser des rencontres en présentiel parce qu'effectivement, le dématérialisé, ça commence à bien faire. Ça manque un peu d'humanisme, mais bon, on essaie de faire avec les moyens du bord. On est loin. En tout cas, merci beaucoup, Maître Déborah Diallo, du coup. Je vous en prie. Merci à vous, madame.